Nous sommes un studio de doublage et ce soir, nous allons vous raconter une histoire que vous n'oublierez pas de sitôt. Une histoire de celle qui vous reste dans la gorge longtemps après la dernière phrase. Je m'appelle Camille Renard. J'ai 28 ans et il y a exactement un an, j'étais assise dans un bureau au 42e étage d'un immeuble à Paris à regarder ma mère se lever d'un bond comme si on venait de lui annoncer la fin du monde. Son visage était blanc, pas pâle, blanc, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et éteint toute la couleur d'un coup. Mais pour comprendre ce moment-là, il faut que je vous ramène 15 ans en arrière. À un soir d'été où j'avais 13 ans et 2 sacs poubelles noirs posés sur le trottoir devant chez moi. Je vais commencer par quelque chose que personne ne sait vraiment. Pas même ceux qui me connaissent bien. Bien. Pendant des années, j'ai cru que c'était de ma faute. Pas à moitié. Complètement. Je me réveillais le matin avec cette pensée collée au plafond de mon crâne. Tu es le problème. C'est toi qui as tout cassé. On habitait à Lyon, dans le 7e arrondissement. Une maison mitoyenne avec un jardin minuscule que mon père Gérard n'arrosait jamais. Il travaillait dans un garage automobile, homme de peu de mots, homme qui regardait toujours légèrement à côté de vous quand il vous parlait, comme si la véritable conversation se passait dans un endroit que vous ne pouviez pas voir. Ma mère, Isabelle, était caissière dans une grande surface. Elle gérait la maison avec la précision d'une comptable et la chaleur d'un relevé bancaire. Ma sœur s'appelait Aurélie. Elle avait 2 ans de plus que moi. Les cheveux blonds d'Isabelle, les yeux bleus d'Isabelle, le rire facile d'Isabelle. Les gens s'arrêtaient dans la rue pour dire qu'elles se ressemblaient. Isabelle rayonnait à chaque fois. Moi, j'avais les cheveux bruns de la grand-mère paternelle que je n'avais jamais connue. Des yeux marrons ordinaires. Un caractère que ma mère qualifiait de compliqué sans jamais préciser pourquoi. Les différences étaient moi de ça partout si on regardait bien. Pour les 15 ans d'Aurélie, ma mère avait organisé une fête avec 20 invités. Un gâteau à 3 étages, commandé chez un pâtissier de la rue de la République, et une sono louée pour l'occasion. Pour mes 13 ans, 3 mois plus tard, on était 4 autour de la table de la cuisine. Le gâteau venait du rayon des marques du magasin où elle travaillait. Il y avait écrit Joyeux anniversaire sans prénom. Un reste d'une commande annulée par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas dit grand-chose ce soir-là. J'avais appris à ne pas dire grand-chose. C'est à 12 ans que j'ai vraiment compris ma position dans cette famille. J'avais trouvé par hasard un document dans le tiroir du bureau de mon père. Un livret d'épargne au nom d'Aurélie, ouvert quand elle avait 5 ans. 7 ans de versements réguliers. Des milliers d'euros accumulés pour ses études. J'avais demandé à ma mère pourquoi je n'en avais pas un. Elle m'avait regardé avec cet air légèrement surpris, comme si la question venait de nulle part. Aurélie a besoin d'argent pour ses études, elle avait dit. Toi, tu te débrouilles bien. Tu t'adaptes. C'est là que j'avais rangé quelque chose dans ma poitrine et que je l'avais fermé à clé. Au printemps de mes 13 ans, j'avais découvert l'existence d'un programme scientifique d'été organisé par l'Université de Grenoble. 6 semaines résidentielles pour des élèves montrant des aptitudes exceptionnelles en sciences et en mathématiques. La bourse couvrait tout, le transport, l'hébergement, les repas, le matériel. Valeur totale, un peu plus de 4 000 euros. Je n'en avais parlé à personne. J'avais appris à ne pas parler de mes espoirs à voix haute dans cette maison. Le 15 mai, la lettre d'acceptation était arrivée. Sur 2000 candidats de toute la France, 50 avaient été sélectionnés. J'en faisais partie. Pendant exactement un après-midi, j'avais eu l'impression que je comptais. Puis Aurélie avait entendu parler d'un stage de théâtre à Avignon, organisé pendant 3 semaines. Pas de bourse. Prix total, 800 euros. Ce soir-là au dîner, ma mère avait annoncé sa décision avec le même ton qu'elle utilisait pour planifier les courses de la semaine. Camille, tu refuseras ce programme scientifique. On ne peut pas se permettre d'envoyer les deux en même temps, et le stage d'Aurélie sera utile pour ses dossiers universitaires. J'avais fixé mon assiette, et puis quelque chose s'était cassé en moi. Ou peut-être que quelque chose s'était réveillé.
Cette bourse n'est pas à vous, j'avais dit. Ma voix tremblait, mais elle était là. Je l'ai méritée. Elle est à moi. Le silence qui avait suivi était le genre de silence qui change les choses. Ma mère m'avait regardée comme si elle ne me reconnaissait pas, comme si un animal familier venait soudainement de parler. Si tu ne sais pas te sacrifier pour cette famille, avait-elle dit lentement, alors tu ne fais pas partie de cette famille. J'avais cru qu'elle était juste en colère. J'avais 13 ans. Je ne savais pas encore qu'elle pouvait dire des choses en les pensant vraiment. 3 jours plus tard, je rentrais de la bibliothèque municipale et mes affaires étaient sur le trottoir. 2 sacs poubelles noirs posés devant la porte, comme on pose des ordures le soir avant la collecte. Ma mère se tenait dans l'embrasure, bras croisés. Elle ne semblait plus en colère. Elle semblait soulagée. « J'ai appelé ton oncle Jacques, » elle avait dit. « Il vient te chercher. À partir de maintenant, tu es son problème. » Mon père était dans le couloir derrière elle. Je l'avais vu. Il n'avait pas levé les yeux. Pas une fois. J'avais regardé vers la fenêtre du premier étage. Aurélie observait de derrière le rideau. Quand nos regards s'étaient entrecroisés, elle avait reculé dans l'ombre de sa chambre. Elle n'était pas descendue. J'avais attendu sur ce trottoir de 18h à 22h. 4 heures. La lumière extérieure ne s'était jamais allumée. Ma mère était rentrée après 5 minutes. Les sacs poubelles étaient mouillés par la rosée du soir quand la voiture grise de mon oncle avait finalement tourné dans la rue. Il s'appelait Jacques Renard. Le frère de mon père, le seul de la famille qui avait toujours eu quelque chose de différent dans le regard, une façon de regarder les gens vraiment en face. Il habitait à Bordeaux, à plus de 3 heures de route. Il avait conduit toute la nuit. Il n'avait rien dit en arrivant. Il s'était approché. Il m'avait regardée assise sur mes sacs dans le noir, et il m'avait pris dans ses bras si fort que j'avais failli ne plus respirer. « Tu as une maison maintenant », il avait dit tout bas. C'est tout. Dans la voiture, sur la route vers Bordeaux, les yeux perdus dans les phares qui filaient lents sur l'autoroute, je ne savais pas encore qu'il y avait eu des papiers. Ma mère avait signé quelque chose avant que Jacques reparte. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais une gamine terrifiée qui regardait défiler l'obscurité par la vitre en se demandant ce qu'elle avait bien pu faire de si grave. Il m'a fallu 15 ans pour comprendre que cette question était la mauvaise. Et c'est dans un bureau parisien, devant une avocate qui lisait à voix haute un document sous enveloppe scellée, que la réponse est finalement arrivée. La maison de Jacques à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, n'était pas grande. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais une chambre entière pour moi. Et plus important encore, j'avais quelqu'un qui me regardait vraiment. Jacques avait construit sa société de gestion immobilière commerciale à partir de rien. Un premier immeuble, acheté après 6 ans de double journée de travail, et ensuite une propriété après l'autre, avec une patience et une rigueur que j'admirerais de plus en plus en grandissant. Il n'avait jamais été marié, pas d'enfant. Quand je suis arrivée chez lui à 13 ans avec 2 sacs poubelles et 0 confiance en moi, il n'a pas cherché à réparer quoi que ce soit en urgence. Il a juste été là. Les 4 années suivantes, je me suis mise à travailler comme je n'avais jamais travaillé. Pas par peur. Pour la première fois, par envie. En 2014, j'avais décroché mon bac avec mention très bien. L'université de Bordeaux m'avait proposé une admission en école de commerce avec une bourse partielle. Jacques avait comblé le reste sans que j'aie besoin de lui demander. En 2018, j'avais obtenu mon master en finance d'entreprise avec les félicitations du jury. 19 sur 20 de moyenne. Dès ma 2e année d'études, Jacques m'avait proposé des stages dans sa société, Renard Immobilier Group. J'avais commencé par la saisie de données et l'archivage des baux, puis l'analyse des rendements locatifs, puis les relations avec les locataires. J'avais appris le métier couche par couche, comme on apprend une langue en vivant dans le pays. En 2019, j'avais passé et obtenu mon diplôme d'expert comptable. 1 an plus tard, Jacques m'avait proposé le poste de directrice financière. Le matin de mon 26e anniversaire, j'avais trouvé un email de lui dans ma boîte. L'objet disait simplement « À ma fille ». Le message était court.
Tu n'as rien à prouver aux gens qui t'ont abandonné. Mais tu te dois à toi-même de savoir ce que tu vaux. Tu le sais. Joyeux anniversaire, Camille. J'avais relu ce message 4 fois avant de commencer ma journée. Et puis j'avais ouvert mes fichiers et travaillé parce que c'est aussi comme ça qu'on répond à quelqu'un qui croit en vous. Ma famille biologique avait pris contact exactement 3 fois en 15 ans. La première fois, c'était en 2012. Ma mère avait appelé le téléphone de Jacques, pas le mien, pour demander 5 000 euros. Mon père avait perdu son emploi au garage. Les temps étaient difficiles. Sûrement que Jacques pouvait aider son frère. Jacques avait refusé. Il m'en avait parlé le soir même, la mâchoire serrée. Ils n'ont pas demandé une seule fois comment tu allais, avait-il dit. Pas une seule fois. La deuxième fois, c'était en 2016. Aurélie m'avait envoyé un faire-part de mariage par courrier. Carte imprimée, sans mots manuscrits, sans j'espère que tu vas bien. Juste mon nom et l'adresse de Jacques en haut à gauche. Je n'y étais pas allée. Je n'avais pas répondu. La troisième fois, c'était en 2020. Ma mère m'avait envoyé un email dont l'objet était simplement « Je prends de tes nouvelles ». Le message mentionnait un article de presse sur l'expansion de Renard Immobilier Group dans le bassin d'Arcachon. Elle espérait que j'allais bien. Elle suggérait qu'on pourrait peut-être se retrouver un jour. J'avais supprimé l'email sans répondre. Pas par haine. Je n'avais pas de haine. Juste une vie que j'avais construite sans eux et aucune raison de changer ça. À l'été 2024, Jacques avait reçu un diagnostic qui avait tout changé. Insuffisance cardiaque, congestive, stade avancé. Les médecins lui avaient donné 12 à 18 mois. Il en avait eu 8. Pendant ces derniers mois, il avait rencontré plusieurs fois son avocate, Marguerite Sorel, une femme d'une 60aine d'années dont les bureaux occupaient un coin du 42e étage d'un immeuble du 8e arrondissement à Paris. Il avait mis à jour son testament en juin 2024. Quand je lui avais demandé ce qu'il avait arrangé, il m'avait juste souri. « Tout est en ordre », il avait dit. « Occupe-toi de la société. Le reste est géré. » Je ne savais pas ce qu'il avait écrit. Je lui faisais confiance. Jacques était parti le 28 février 2025, paisiblement dans son sommeil à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, avec ma main dans la sienne. Une semaine plus tard, le 7 mars, j'étais dans mon bureau quand mon téléphone avait sonné avec un numéro de Lyon que je ne reconnaissais pas. J'avais failli ne pas décrocher. Camille. Cette voix. 15 ans n'avait rien changé à la façon dont ma mère prononçait mon prénom, comme si elle testait quelque chose qu'elle n'était pas sûre de vouloir avaler. Isabelle. Pas maman. Juste son prénom. Un court silence. J'ai appris pour Jacques, avait-elle dit. Je suis sincèrement désolée. Je pensais peut-être venir à Bordeaux pour la cérémonie, rendre hommage à ma façon. La cérémonie avait eu lieu il y a 3 jours. Un autre silence. Ah, et puis, bon, j'ai aussi entendu dire qu'il y aurait une lecture de testament. La famille a son mot à dire dans ces situations, tu sais, surtout quand ça concerne la succession d'un frère. Voilà. C'était là, posé entre nous comme une carte retournée. Comment tu as appris l'existence de la lecture du testament ? J'avais demandé. J'ai un avocat, Victor Lemaire. Il a fait quelques appels. J'avais raccroché peu après et j'avais immédiatement contacté Marguerite Sorel. Le lendemain matin, elle m'avait confirmé ce que je craignais. Isabelle avait mandaté Victor Lemaire pour déposer une contestation formelle du testament. Motif invoqué, influence indue. L'argument que j'aurais manipulé un homme malade pendant ces derniers mois pour le pousser à modifier ses dispositions testamentaires. Ils exigeaient également d'être présents à la lecture du testament en tant que famille proche du défunt. Ils réclamaient 50% de la succession. J'avais regardé la photo de Jacques posée sur mon bureau. Il souriait dessus, légèrement penché en avant, comme il le faisait toujours quand il écoutait vraiment quelqu'un. Presque comme s'il avait su que ça arriverait. C'est Marguerite qui m'avait tout expliqué dans son bureau, 3 jours avant la lecture. Victor Lemaire avait déjà représenté Jacques autrefois et s'était fait congédier pour avoir poussé des dispositions contraires aux souhaits de mon oncle.
Il connaissait des éléments confidentiels de la succession. Et il n'en avait rien dit à ses nouveaux clients. Isabelle et Gérard croyaient avoir engagé un as. Ils avaient en réalité engagé quelqu'un qui avait déjà trahi leur camp adverse et qui portait maintenant une bombe à retardement dans sa mallette. Mais ce n'était pas la chose la plus importante que Marguerite avait à me montrer ce jour-là. Elle avait sorti un dossier jauni de ses archives. Elle l'avait ouvert lentement. Elle avait levé les yeux vers moi avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Camille, est-ce que vous saviez cela ?» Elle avait fait glisser le document vers moi sur le bureau. L'en-tête indiquait « Acte de renonciation volontaire à l'autorité parentale et transfert de tutelle légale », daté du 15 juillet 2010. Le document établissait que Gérard-Marie Renard et Isabelle Claire Renard, saints d'esprit, renonçaient volontairement à l'ensemble des droits et responsabilités parentaux sur leur fille mineure Camille-Marie Renard et transféraient la tutelle légale complète à Jacques-Raymond Renard. Au bas de la page, 4 signatures. Ma mère, mon père, mon oncle, un notaire. Ils ne t'ont pas seulement mise dehors, avait dit Marguerite doucement. Ils ont signé les papiers pour te donner. Légalement, Isabelle et Gérard Renard ont cessé d'être tes parents le jour où ils ont apposé leur signature sur ce document. Mes mains tremblaient. J'avais 13 ans cette nuit-là, assise sur des sacs poubelles dans le noir. Je ne savais pas qu'à l'intérieur de la maison, ma mère était en train de signer des papiers pour que ce soit officiel. Qu'est-ce que ça change pour leur contestation ? J'avais demandé. Marguerite avait croisé les mains sur son bureau. Ça change tout. Gérard n'a aucune légitimité à réclamer quoi que ce soit au titre du lien familial. Il n'est pas votre parent. Il a lui-même mis fin à ce lien par écrit, devant témoins, il y a 15 ans. Elle m'avait présenté 2 options. Option 1, la négociation. Elle contactait le maire, lui expliquait que leur position juridique était beaucoup plus fragile qu'il ne l'imaginait et leur proposait un règlement amiable, peut-être 300 000 ou 500 000 euros en échange d'un désistement complet. Rapide, propre, discret. Option 2, la lecture du testament se déroulait comme prévu. Ils avaient exigé d'y assister en tant que famille. On les laissait venir et on présentait les preuves. Elle avait marqué une pause. Jacques avait prévu ça, Camille. Il avait laissé des instructions précises pour exactement ce scénario. Il voulait que la vérité soit consignée. Je n'avais pas dormi cette nuit-là. J'étais restée dans le salon de l'appartement que Jacques m'avait laissé à Bordeaux, à regarder les photos alignées sur le mur. Il y en avait à chaque étape. Mon bac, ma remise de diplôme, le jour de ma certification d'experte comptable, mon premier jour officiel comme directrice financière. Sur chaque photo, Jacques était à côté de moi et il rayonnait. Il n'y avait pas une seule photo d'Isabelle ou de Gérard. Pas une. À 7 heures du matin, j'avais appelé Marguerite. Je veux que ça se passe comme prévu, j'avais dit. Pas de règlement. Pas d'arrangement en coulisses. S'ils ont voulu être là pour la lecture, laissons-les être là. Mais on ne cache rien. Vous en êtes bien sûr. Ce sont eux qui ont choisi de rendre ça public en déposant leur contestation. Je respecte simplement leur choix. Le 14 mars 2025 à 14 heures, j'étais dans la salle de réunion principale du cabinet Sorel et Associés. La salle donnait sur la Seine par des baies vitrées, du sol au plafond. Le ciel était couvert. L'eau avait cette couleur de métal sombre qui ressemble à de l'étain. Je m'étais installée 15 minutes en avance. Marguerite était en bout de table avec 2 collaboratrices. Un commissaire aux comptes du cabinet qui avait géré les finances de Jacques depuis 12 ans occupait un fauteuil près de la fenêtre. Des représentants de 3 associations auxquelles Jacques avait contribué pendant des années étaient assis ensemble. La Fondation des hôpitaux de Paris, Habitat et Humanisme et une association de protection du littoral atlantique. Plusieurs cadres de Renard Immobilier Group que je connaissais depuis mes débuts de stagiaire étaient groupés près de la porte. Puis, à 14h03, l'ascenseur s'était ouvert dans le hall vitré. Isabelle était entrée la première. «
robe noire, collier de perles, maquillage soigné. Elle avait avancé dans la salle comme quelqu'un qui est convaincu d'y avoir sa place. Derrière elle, Gérard, dans un costume gris, qui ne lui allait plus très bien, les épaules un peu voûtées. Aurélie suivait dans une robe rose, ce qui m'avait paru étrange pour une lecture de testament, comme si elle s'était trompée d'événement. Et en dernier, Victor Lemaire, grand, les cheveux argentés, avec la mallette et l'assurance tranquille de quelqu'un qui croit encore que la journée va bien se passer. Le regard d'Isabelle avait balayé la salle jusqu'à moi. « Ah !» avait-elle dit, sa voix portant clairement. « Tu es déjà là. » Je n'avais pas bougé. Isabelle, juste son prénom. Elle avait marqué un temps. Je pensais qu'on pourrait se parler en privé avant que ça commence. Les affaires de famille se règlent en famille. Tu ne crois pas? La lecture commence dans 2 minutes. J'avais répondu. Ce que vous avez à dire peut attendre. Marguerite s'était levée. Madame Renard, Monsieur Renard, Madame Warren, Maître Lemaire. Des sièges sont prévus pour les parties observatrices le long du mur. La table centrale est réservée aux bénéficiaires et aux représentants de la succession. La mâchoire d'Isabelle s'était légèrement crispée. Elle s'était attendue à être à la table, pas au fond de la salle comme spectatrice. Isabelle n'était pas allée directement à sa place. Elle avait fait un détour par les représentants de la Fondation des Hôpitaux de Paris, s'arrêtant pour se présenter avec son expression de deuil soigneusement préparée. « Je suis Isabelle Renard, la belle-sœur de Jacques. Nous étions très proches jusqu'à ce que certaines personnes s'immiscent dans sa vie. » Elle avait lancé un regard dans ma direction, bref et chargé. « Ces choses arrivent dans les familles. » Le représentant de la fondation, un homme d'une 50aine d'années, avait hoché poliment la tête sans rien dire. Aurélie avait tiré sur le bras de sa mère. « Maman, tout le monde regarde. »« Ça m'est égal, » avait répondu Isabelle à mi-voix, assez fort pour être entendue. « Je veux juste que les gens sachent qui est vraiment qui dans cette histoire. » Je regardais mon dossier. Je lui donnais rien à mordre. Victor Lemaire prenait des notes sur un bloc, son stylo courant sur le papier, cherchant des réactions à exploiter. Marguerite avait réglé ses lunettes et pris une longue inspiration. Il est 14h10, la lecture peut commencer. Elle avait brisé le sceau d'une grande enveloppe avec la précision de quelqu'un qui a accompli ce geste des centaines de fois. Ceci est le testament holographe authentifié de Jacques Raymond Renard, avait-elle commencé. Né le 4 juillet 1953, décédé le 28 février 2025. Ce document a été établi le 18 juin 2024 et constitue l'expression définitive des volontés de M. Renard concernant la disposition de ses biens. Isabelle s'était légèrement penchée en avant. Ses mains croisées sur les genoux étaient toutes crispées. Marguerite avait continué avec les articles préliminaires. L'article 1er confirmait l'identité et la résidence de Jacques. L'article 2 déclarait qu'il était sain d'esprit au moment de la rédaction. Marguerite avait lu que le docteur Éric Cassard, psychiatre, avait conduit une évaluation le 10 juin 2024, 8 jours avant la signature du testament, et avait conclu que M. Renard possédait toutes ses facultés et n'était soumis à aucune influence extérieure. J'avais vu Isabelle échanger un regard avec Victor Lemaire. Leur argument principal était la mise sous influence. Ce document compliquait leur stratégie. L'article 3 révoquait tous les testaments antérieurs. Puis Marguerite était passée à l'inventaire des biens. Au moment du décès, la succession comprenait les biens suivants. 11 immeubles commerciaux répartis sur Bordeaux, Mérignac et le bassin d'Arcachon, avec une valeur cadastrale combinée de 17 400 000 €. Des comptes d'investissement diversifiés évalués à environ 3 800 000 €. Des liquidités et avoirs disponibles s'élevant à 1 200 000 €. J'avais entendu Aurélie chuchoter à sa mère. « C'est presque 23 millions. » Isabelle avait acquiescé. Ses yeux calculaient. Marguerite avait levé la tête brièvement.
Le testament comporte 43 pages. Je passe maintenant à l'article 5 qui traite des legs spécifiques et des exclusions. Elle avait tourné la page. Article 5. Concernant Gérard-Marie Renard, frère du défunt. Isabelle avait légèrement souri. Pas pour longtemps. Marguerite avait lu d'une voix ferme et régulière. Je ne prévois aucune disposition en faveur de mon frère Gérard-Marie Renard, pour les raisons suivantes que je souhaite voir consignées au procès-verbal. Premièrement, en mars 2002, Gérard a emprunté 80 000 € à sa valeur nominale sous forme de reconnaissance de dette écrite avec engagement de remboursement intégral dans un délai de 5 ans. 23 ans ont passé. Pas un euro n'a été rendu. L'original de la reconnaissance de dette est conservé dans mes archives. Le visage de Gérard était devenu blanc. Il n'avait pas prévu ça. Deuxièmement, le 15 juillet 2010, Gérard et son épouse Isabelle ont volontairement signé un acte juridique renonçant à l'ensemble de leurs droits parentaux sur leur fille mineure Camille-Marie Renard, confiant la tutelle légale complète à ma personne. Cet acte a été dûment rédigé, signé et enregistré. Isabelle s'était levée d'un bond. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Marguerite avait simplement posé un regard au-dessus de ses lunettes sur elle et avait continué sa lecture sans répondre à l'interruption. La portée de cet acte est la suivante. En mettant légalement fin à leur lien parental avec Camille, Gérard et Isabelle ont également mis fin à tout lien juridique avec ma légataire désignée. Camille est mon héritière légale. Gérard n'est pas son père légal. Par conséquent, Gérard n'a aucun lien familial avec ma légataire et aucune qualité pour contester ce testament au titre d'un quelconque lien de famille. Marguerite avait sorti un document et le avait posé sur la table. Pour mémoire, l'acte original de renonciation à l'autorité parentale est enregistré au tribunal de grande instance de Lyon, référence 2010 TG 4231. Une copie certifiée conforme est ici disponible pour consultation par toute partie. Isabelle avait fixé le document comme si c'était une grenade avec la goupille à l'arraché. Isabelle n'avait pas repris sa place. Sa maîtrise, ce vernis soigneusement appliqué depuis le matin, avait commencé à se craqueler. Sa voix avait monté d'un ton. « C'est absurde, ce papier ne change rien. On est quand même sa famille. Le sang ne disparaît pas à cause de documents légaux. » Marguerite avait répondu posément. « Madame Renard, je dois vous demander de bien vouloir vous asseoir. Perturber la lecture d'un acte successoral est une affaire que le tribunal prend très au sérieux. » Isabelle avait ignoré la remarque. Elle m'avait pointé du doigt, à travers la table. C'est elle qui a fait ça. Elle a manipulé Jacques contre sa propre famille. Elle l'a isolé pendant sa maladie. Elle l'a monté contre nous. Le représentant de la Fondation des Hôpitaux de Paris regardait Isabelle avec une expression de malaise évident. Les délégués des associations n'avaient pas signé pour assister à une dispute familiale. Aurélie avait tiré à nouveau sur le bras de sa mère. « Arrête, les gens te regardent, je m'en fous des gens. Je m'étais dit que je ne parlerais pas, que je resterais dans mon dossier et laisserais les documents parler. Mais les mots étaient sortis avant que j'aie pu les retenir. Doucement, posément, comme Jacques m'avait appris à parler dans les situations difficiles. Ne hausse jamais la voix. Oblige les autres à tendre l'oreille. Isabelle, j'avais dit, tu as fait un choix il y a 15 ans. Tu as mis mes affaires dans des sacs poubelles et tu les as posés sur le trottoir. Puis tu es rentrée et tu as signé un document pour que ce soit légal. J'avais 13 ans. La salle était absolument silencieuse. C'est ton choix. J'avais continué. Pas le mien. Pas celui de Jacques. Le tien. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que tu as décidé de faire ce soir-là. La bouche d'Isabelle s'était ouverte, mais aucun son n'était sorti. Je te regarde et je ne ressens pas de haine. Ce que je ressens, c'est plus proche de la pitié. Mais je ne te dois rien. Tu as toi-même fait en sorte que ce soit légal. » Victor Lemaire avait griffonné furieusement sur son bloc. Je n'imaginais pas quelle stratégie il pensait encore pouvoir sauver. Marguerite avait toussé légèrement.
Si nous pouvons continuer. Je n'ai pas encore lu l'article 7. Isabelle était retombée dans sa chaise. Mais l'article 7 était celui qui allait tout terminer. Marguerite avait tourné jusqu'à la page 11 du testament. Elle avait marqué une pause, puis elle avait lu. Article 7. Désignation du légataire universel. Je lègue l'intégralité de ma succession, incluant tous les biens immobiliers, comptes d'investissement, liquidités et effets personnels, à ma fille légalement adoptée, Camille Marie Renard. Adoptée. Le mot avait flotté dans l'air de la salle comme quelque chose qui ne peut plus être non dit. Isabelle était devenue blanche, vraiment blanche, pas pâle, blanche, comme si la vie venait de se retirer de son visage d'un seul coup. Adoptée. La voix de Gérard était rauque. Depuis quand? Marguerite avait répondu avec le même calme qu'elle maintenait depuis le début. Monsieur Jacques Renard a officiellement adopté Camille Marie Renard le 12 septembre 2012, alors qu'elle avait 15 ans. L'adoption a été définitivement prononcée par le tribunal de grande instance de Bordeaux, référence 2012 AD 2547. Dans la mesure où monsieur et madame Gérard Renard avaient déjà renoncé à leurs droits parentaux en 2010, aucun consentement supplémentaire n'était requis. Aurélie me regardait. Donc tu n'es plus du tout de notre famille, légalement. Pas légalement, j'avais confirmé. Pas depuis qu'ils ont signé. Marguerite avait continué à lire la suite de l'article 7. Camille n'est pas seulement ma légataire. Elle est ma fille au sens plein du terme, légalement, pratiquement et affectivement. Elle a travaillé à mes côtés pendant des années, prouvé sa compétence et son intégrité, et je lui fais une confiance absolue pour continuer ce que j'ai bâti. Il n'est personne qui mérite davantage cet héritage, et personne que j'aime plus. Je n'avais pas essayé de retenir les larmes. Jacques ne m'avait jamais dit qu'il avait formulé les choses ainsi. Il avait gardé ça pour ce moment, sachant peut-être que ce moment viendrait. Isabelle secouait lentement la tête. « Victor, avait-elle dit d'une voix brisée, dis-leur qu'on conteste. L'influence indue. Il était malade. Elle l'a isolé. » Victor Lemaire n'avait pas répondu immédiatement. Il regardait son bloc, le stylo immobile, puis Marguerite avait retourné sa tablette vers la salle. « Maître Lemaire, peut-être souhaitez-vous expliquer ceci à vos clients. » Elle avait lu un email sur l'écran, daté du 3 mars 2022, de Jacques Renard à Victor Lemaire. Objet, résiliation de mandat. Dans cet email, Jacques écrivait « Maître Lemaire, je mets fin à notre collaboration professionnelle. Votre recommandation d'inclure mon frère Gérard dans mon testament malgré ses années d'exploitation financière et son traitement de Camille est inacceptable. Je vais engager un autre cabinet. » Elle avait posé la tablette. « Vous avez précédemment représenté Jacques Renard. Vous avez été congédié parce que vous défendiez les intérêts de Gérard contre les volontés de Jacques, et vous avez ensuite accepté ce dossier contre la succession sans révéler ce conflit d'intérêts à vos clients actuels. » Victor Lemaire avait le teint de la cire ancienne. Isabelle se tournait vers lui. « Vous m'avez dit qu'on allait gagner. » Il n'avait pas répondu. Il était déjà en train de se lever, ramassant sa mallette à gestes raides, se dirigeant vers la porte avec la démarche d'un homme qui sait que sa journée vient de décider quelque chose d'irréversible pour sa carrière. « Victor » avait appelé Isabelle. « Victor ». La porte s'était refermée doucement derrière lui. Isabelle était restée debout, abandonnée par son propre avocat, devant tout le monde qu'elle avait voulu impressionner. Gérard n'avait pas dit un mot depuis plusieurs minutes. Il regardait le sol. Aurélie pleurait en silence, et je ne savais pas si c'était à cause de l'argent ou de la honte. Isabelle avait tenté une dernière manœuvre. Sa voix avait changé, le registre de la colère remplacé par quelque chose qui était supposé ressembler à de la blessure maternelle. « Camille, chérie, je sais que les choses ont été difficiles quand tu étais petite. J'ai fait des erreurs, je l'admets. Mais on est quand même du même sang, non? On pourrait peut-être parler. Trouver un arrangement équitable. On est toujours ta famille. Je m'étais levée. Tu as cessé d'être ma famille le 15 juillet 2010.
Tu l'as signé de ta propre main. J'avais fait une pause. Je ne te déteste pas. Mais la paix que j'ai trouvée, c'est une paix sans toi. Et ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Je m'étais rassise et j'avais regardé Marguerite. On peut continuer. Isabelle n'avait plus rien dit jusqu'à la fin. Marguerite avait sorti une enveloppe plus petite, distincte des autres. Il reste un dernier élément, avait-elle dit. Monsieur Renard a laissé une lettre personnelle pour Camille, avec la consigne de lui proposer d'en lire une partie à voix haute en présence des parties, si Camille y consent. J'avais hoché la tête. Marguerite avait ouvert l'enveloppe avec soin, déplié une unique feuille couverte de l'écriture familière de Jacques. Cette écriture que j'avais vue sur des mots laissés sur mon bureau, sur des cartes d'anniversaire, sur des emails depuis 15 ans. Camille avait commencé Marguerite à lire. Si cette lettre est lue à voix haute, c'est que les choses se sont passées exactement comme je l'avais prévu. Ta famille biologique s'est présentée en espérant récupérer de l'argent qu'ils n'ont jamais mérité, venant d'un homme dont ils ne se sont jamais souciés. Je suis désolée que tu aies eu à traverser ça. Mais je sais aussi que tu es assez solide. Un petit son avait échappé à Isabelle. Tu es arrivée chez moi comme une enfant blessée qu'on avait jetée, mais tu n'as pas laissé ça te définir. Tu as transformé la douleur en détermination, la solitude en indépendance, le rejet en résilience. Je n'ai jamais été aussi fière de personne de toute ma vie. La voix de Marguerite s'était légèrement assourdie. Je ne t'ai pas sauvée, Camille. Tu t'es sauvée toi-même. Je t'ai juste donné un endroit pour le faire. Tout ce que tu as accompli, tes études, ta carrière, ton caractère, tu l'as gagné par ta propre force. Je te laisse ma succession, non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu le mérites, et parce que je sais que tu t'en serviras pour aider d'autres personnes comme j'ai essayé de t'aider. Les larmes coulaient sur mes joues, et je ne faisais rien pour les arrêter. Ne les laisse pas te faire sentir coupable d'avoir survécu. Ne les laisse pas revenir dans ta vie, à moins que tu ne le choisisses toi-même. Tu ne leur dois rien. Tu te dois tout à toi-même. Je t'aime, Camille. Pour toujours ton père, Jacques. Isabelle avait tenté une dernière fois. Elle s'était levée une dernière fois. Sa voix se brisait maintenant vraiment. Pas pour le spectacle, mais parce qu'elle venait peut-être de comprendre que c'était vraiment fini. On peut encore parler, avait-elle murmuré. On peut trouver quelque chose ensemble. Non. C'est quand même moi qui t'ai mise au monde. Je l'avais regardé une dernière fois. Tu as mis fin à ça par écrit il y a 15 ans. Ce n'est pas moi qui ai signé ces papiers. Je m'étais tournée vers Marguerite. On peut conclure la lecture. Marguerite avait lu les articles concernant les legs aux associations. 200 000 € à la Fondation des hôpitaux de Paris pour créer un fonds de bourse destiné aux enfants issus de situations familiales précaires. 150 000 € à Habitat et Humanisme pour le financement de logements accessibles en Nouvelle-Aquitaine. 100 000 € à l'Association de protection du littoral atlantique pour des programmes d'éducation à l'environnement. Les représentants des 3 associations avaient reçu ces annonces avec une dignité sobre. Le délégué d'Habitat et Humanisme avait dit doucement que Jacques avait financé 4 logements ces dernières années et que cette somme en permettrait 2 de plus. Marguerite avait conclu à 16h03. Le testament a été intégralement lu. Toutes les conditions légales ont été satisfaites. Vous pouvez nous contacter en début de semaine prochaine pour démarrer les formalités de transfert. La succession devrait être entièrement réglée sous 4-20 jours. Les gens s'étaient levés. Des conversations s'étaient murmurées. Isabelle ne bougeait plus. Gérard avait déjà gagné la porte, la tête baissée, sans un regard dans ma direction, comme il avait su faire toute sa vie. Aurélie avait rassemblé son sac et suivi son père sans croiser mes yeux. Isabelle était restée la dernière. Elle s'était retournée vers moi 1 fois, 2 fois. Sa bouche avait formé le début de quelque chose, peut-être d'une phrase, peut-être même du début d'un mot qui ressemblait à « je suis ». Puis elle avait refermé la bouche, s'était retournée et était sortie. J'avais regardé la porte se refermer derrière elle. Cette femme qui m'avait mise dehors comme on débarrasse une chambre,
qui était revenue 15 ans plus tard certaine de repartir avec des millions. Je n'avais pas ressenti de satisfaction exactement. C'était plus compliqué que ça. Comme quand une douleur chronique disparaît et qu'on ne sait pas tout de suite si on doit être soulagé ou méfiant. Mon amie Élise Torres, directrice des ressources humaines de Renard Immobilier Group depuis 3 ans, était venue se poser à côté de moi après que la salle fut à moitié vide. Elle avait passé son bras autour de mes épaules sans rien dire pendant un moment. « Tu l'as fait », avait-elle finalement dit tout bas. « Jacques serait tellement fier. » J'avais regardé la photo de lui que j'avais apportée et posée au coin de la table en entrant. « J'espère que tu avais raison », j'avais répondu. 2 semaines après la lecture du testament, Marguerite Sorel avait déposé une plainte auprès du barreau de Paris concernant Victor Lemaire. Non pas à ma demande, mais parce que c'était son obligation professionnelle quand un confrère violait manifestement les règles déontologiques. La plainte relevait 3 manquements. Conflit d'intérêts non divulgué, représentation d'intérêts contraires à d'anciens clients et présentation déloyale de la solidité du dossier à ses clients. 3 mois plus tard, Victor Lemaire avait été suspendu du barreau pour 6 mois, sanctionné d'une amende et contraint à une formation déontologique complémentaire. Dans les semaines suivant sa suspension, plusieurs de ses clients importants étaient partis voir ailleurs. Je n'avais pas cherché à le détruire. Il s'était chargé de ça lui-même. 1 mois après la lecture du testament, un email était arrivé de la part d'Isabelle. Objet, il faut qu'on parle. Le message était long. Elle reconnaissait des erreurs, évoquait des circonstances difficiles, des problèmes financiers, une période compliquée. Elle disait qu'elle ne demandait pas d'argent. Elle disait qu'elle voulait réparer. Elle finissait par « Je t'aime, maman ». J'avais relu l'email 3 fois. J'avais appelé ma thérapeute, Dorothée Alain, et je lui en avais donné lecture au téléphone. « Qu'est-ce que tu remarques ?» avait-elle demandé. Elle reconnaît des erreurs sans jamais les nommer. Elle excuse sans s'excuser vraiment. Elle dit qu'elle ne demande rien, et puis elle demande une conversation. Et elle se remet à utiliser maman alors qu'elle a renoncé à ce droit devant notaire. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'avais pris 2 jours. Puis j'avais répondu en 4 phrases. « Isabelle, j'ai lu ton email. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Pour moi, pas pour toi. Mais je ne veux pas de relation avec toi. Ne me recontacte pas. » Elle n'avait pas répondu. Je n'avais ressenti ni culpabilité ni victoire. Juste du calme. Ce genre de calme qui ressemble à une fenêtre enfin fermée par une nuit froide. 2 mois après la lecture du testament, une lettre était arrivée à mon adresse bordelaise. Enveloppe légèrement froissée, cachet postal de Lyon. L'expéditeur était indiqué à Warren, le nom de mariage d'Aurélie. Je l'avais tenu dans mes mains un long moment avant de l'ouvrir. « Camille, je n'écris pas pour demander quoi que ce soit, ni de l'argent, ni du pardon. J'écris parce que j'ai besoin de dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 15 ans. La nuit où maman et papa t'ont mise dehors, j'étais à ma fenêtre. Je t'ai vue assise sur le trottoir, avec tes sacs. J'ai regardé pendant 4 heures. J'aurais pu descendre. J'avais 15 ans. J'aurais pu t'apporter de l'eau, juste m'asseoir avec toi, juste te dire que j'étais là. Au lieu de ça, je suis restée derrière mon rideau à regarder. Ça ne m'a jamais quittée. Chaque fois que maman parlait de toi, en te rendant responsable de tout, en faisant d'elle la victime, je pensais à cette fenêtre, à ce que je n'avais pas fait. Je ne te demande pas de me pardonner, je ne te demande pas de rester en contact. Je voulais juste que tu saches que je sais ce que j'ai fait, que je t'ai laissé tomber quand tu avais le plus besoin d'une sœur. Tu méritais mieux. Aurélie. J'avais relu la lettre 4 fois. C'était la première chose vraie que quelqu'un de ma famille biologique m'avait dite depuis l'enfance. Pas d'excuses rhétoriques, pas de demande cachée, juste une reconnaissance simple de ce qui s'était passé. Je n'avais pas répondu tout de suite. J'avais attendu 2 mois. Je m'étais consultée. J'avais réfléchi à ce que je voulais vraiment, pas ce que je devais vouloir, pas ce qui paraîtrait bien, mais ce que je voulais pour moi-même. La réponse m'avait surprise. Aurélie, j'avais écrit. J'ai lu ta lettre plusieurs fois. Le fait d'avoir reconnu les choses sans chercher d'excuses ni de récompense, ça a demandé du courage.
Je ne suis pas prête pour une vraie relation, mais je suis disposée à un contact prudent si tu acceptes ces conditions. Aucun contact via Isabelle ou Gérard. Je leur ai fermé la porte définitivement. Aucune discussion sur l'argent ou la succession, jamais. Je me réserve le droit de ne pas répondre sans explication. Si ces conditions te conviennent, on peut essayer un appel vidéo d'1/4 d'heure par mois. Sans pression. On parle de nos vies, de choses simples. Si ça se passe bien, on verra ensuite. Ce n'est pas un pardon complet, c'est juste une porte entr'ouverte. C'est à toi de décider si tu veux y entrer. Camille. Sa réponse était arrivée 2 jours après. Un seul mot. Oui, notre premier appel avait eu lieu un samedi après-midi de septembre 2025. Je m'étais installée dans mon bureau à Bordeaux, regardant le chronomètre descendre jusqu'à 14 heures. Mon cœur battait plus fort qu'il ne l'avait fait pendant la lecture du testament. C'était plus effrayant que ça, parce que c'était un choix, pas une défense. L'appel s'était connecté. Aurélie avait l'air différente de ce qu'elle avait été lors de la lecture du testament. Moins apprêtée, plus fatiguée d'une façon qui ressemblait à de la vraie fatigue et non à du maquillage. Je n'étais pas sûre de vouloir revenir en arrière. Je n'avais pas dit ça tout de suite. Je me demandais si tu allais vraiment décrocher, avait-elle dit. J'ai failli ne pas le faire, j'avais répondu. Ça avait déclenché quelque chose, un petit rire nerveux de sa part et presque un sourire de la mienne. On avait parlé de surface. Son travail, elle se formait à un métier qu'elle n'avait pas prévu. Ses enfants, Liliane 7 ans et Théo 5 ans, dont elle avait mentionné l'existence sans me demander d'en être la tante. Ma société, le temps qu'il fait à Bordeaux, rien de trop lourd. À 13 minutes 50, j'avais dit qu'on devrait s'arrêter. Merci d'avoir répondu, avait dit Aurélie avant de raccrocher. C'est une première étape, j'avais répondu. On verra. Après qu'elle eut raccroché, j'étais restée assise dans le silence de mon bureau. Je ne savais pas si on allait vraiment construire quelque chose. Peut-être qu'on resterait à jamais dans cet espace prudent, des appels d'1/4 d'heure une fois par mois à parler de la météo et de nos vies en surface. Mais pour la première fois depuis 13 ans, c'était moi qui décidais ce qui se passait ensuite. Ce pouvoir-là valait plus que la succession. Le 14 mars 2026, un an exactement après la lecture du testament, je me tenais devant un immeuble dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Le tout premier immeuble que Jacques avait acheté en 1987, quand il avait 34 ans, juste assez d'argent pour la mise de fonds et beaucoup de nuits à ne pas dormir. L'immeuble avait été rénové l'automne précédent. Nouvelles fenêtres, système de chauffage modernisé, façade restaurée. Mais aujourd'hui, j'étais là pour autre chose. Une plaque en bronze avait été fixée à côté de l'entrée principale. Immeuble Jacques Renard. En mémoire d'un homme qui a choisi l'amour plutôt que le sang. 1953 à 2025. J'avais posé ma main sur les lettres de son nom. Le métal était froid sous mes doigts. Au cours de l'année écoulée, Renard Immobilier Group avait progressé de 11%. Le portefeuille valait maintenant 25 800 000 euros. Les taux d'occupation restaient au-dessus de 4, 20, 15%. On avait acquis 2 nouvelles propriétés et modernisé 3 existantes. La bourse Renard pour les sciences. 5 élèves qu'Owena a reçu leur financement complet pour des programmes d'été en mathématiques et en sciences naturelles. 5 gamins qui auraient pu rester sur le côté de la route. Élise s'était approchée et avait regardé la plaque avec moi. « Ça va. Je suis en paix », j'avais dit. C'est encore mieux qu'aller bien. Jacques avait cru que la famille, c'est un choix. Et pendant toutes ces années, j'avais appris à choisir pour moi-même. Le ciel au-dessus de Bordeaux s'était dégagé. On voyait loin, jusqu'aux collines de l'autre côté de la Garonne. J'avais pensé à la gamine de 13 ans, assise sur un trottoir dans le noir, avec 2 sacs poubelles à côté d'elle, qui se demandait ce qu'elle avait fait de si terrible. J'aurais voulu lui dire que la question était fausse, que ce qui lui était arrivé n'était pas sa faute, que quelqu'un allait venir, que cette gamine-là allait s'en sortir, pas à cause de l'héritage, pas à cause de la justice rendue dans une salle de réunion, mais parce qu'elle avait appris, doucement, à se choisir elle-même, et que c'était ça,
au fond, la seule chose qui avait toujours compté. Je repense parfois à ce moment dans la salle de réunion, 1 an après, depuis l'appartement de Bordeaux avec la Garonne par la fenêtre. Ce n'est pas la plaque en bronze ni les chiffres de la société auxquels je pense en premier. C'est la façon dont Jacques signait ses emails, son écriture dans cette lettre lue à voix haute. L'idée qu'un homme pouvait choisir une gamine qu'on lui avait rendue comme un objet défectueux et décider qu'elle valait tout. Je ne sais pas si Aurélie et moi, on va finir par avoir une vraie relation. Je ne sais pas ce qu'Isabelle fait de ses journées maintenant. Honnêtement, je n'ai plus besoin de le savoir. Ce que je sais, c'est ça. Le matin où j'ai eu 13 ans et que j'ai compris que je n'avais pas de compte épargne à mon nom, j'aurais pu décider que ça voulait dire que je ne valais rien. J'ai failli le décider. Il y a eu des nuits où je l'ai cru. Mais il y a eu aussi un homme gris sur la route à 22 heures qui a conduit 3 heures dans la nuit pour venir chercher une gamine sur un trottoir et qui a dit simplement « Tu as une maison maintenant ». Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Quelqu'un qui dit que tu existes, que tu comptes. Et à partir de là, c'est à toi de faire le reste.